Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter le module 2 cette fois-ci. Donc le module 2, on va s'intéresser notamment aux pathologies neurologiques. Alors, première partie, on va parler de la sténose rachidienne lombaire ou du canal lombaire étroit. Alors on va voir la physiopathologie, donc comment arrive un canal lombaire étroit, comment se produit une sténose rachidienne. On va parler un petit peu épidémiologie, donc toujours pareil, l'épidémiologie c'est pas pour avoir plein de chiffres et ne rien en faire, c'est juste pour avoir des ordres de grandeur sur le nombre de personnes qui peuvent être touchées par cette pathologie-là. Ensuite on va voir les différents types, on peut avoir effectivement des sténoses qui vont être centrales, qui vont être latérales, qui vont être foraminales, on va parler de tout ça. On va voir pourquoi c'est important d'identifier une sténose, et on va parler clinique et imagerie. On va voir le tableau clinique des patients qui ont une sténose. On va voir un cluster avec une très bonne validité pour identifier une personne avec un canal lombaire étroit. On va apprendre à différencier une claudication neurogénique intermittente d'une claudication vasculaire intermittente. Parce qu'en fait, dans le canal lombaire étroit, on va avoir des patients qui vont avoir, du mal à marcher, en fait, qui vont avoir un périmètre de marche qui va être réduit. Mais ça peut être le signe d'une atteinte du tissu nerveux, mais ça peut être aussi une atteinte du tissu vasculaire. Et donc on va apprendre à différencier les deux. Parce que si vous ne savez pas faire la différence entre l'un et l'autre, eh ben, un problème nerveux, ça ne va pas se traiter comme un problème vasculaire. Ensuite, on va voir vers quel examen complémentaire on peut rediriger le patient. On va voir l'importance de faire un bon bilan neurologique, alors complet et dynamique, parce qu'en fait, c'est des patients qui vont avoir surtout des symptômes quand le rachis lombaire il va être en extension, donc on va pouvoir faire des bilans neuro dans différentes positions, ou déclencher les symptômes pour faire le bilan neuro. On va voir comment on fait ça. Et on va voir que la sténose, elle peut être présente avec d'autres pathologies, notamment syndrome de la queue de cheval, justement des pathologies vasculaires, donc des maladies artérielles périphériques au niveau des membres inférieurs, et on va parler un petit peu de tout ça aussi. Ensuite, partie 2, le syndrome de la queue de cheval. Alors on va voir les différentes causes de syndrome de la queue de cheval, il y a plein de causes possibles. Après nous, on va surtout s'intéresser à la cause discale. Un peu d'épidémiologie pour avoir toujours des ordres de grandeur. On va voir une classification des différents types de syndrome de la queue de cheval, pourquoi c'est important de l'identifier, les différents facteurs de risque, le tableau clinique, les signes et symptômes à identifier, quels sont les drapeaux rouges importants cliniquement, donc ça c'est vraiment, ça revient vraiment pour chaque partie de chaque module, c'est l'étude des drapeaux rouges, et comme je vous dis à chaque fois, pas de longue liste de drapeaux rouges, on prend les drapeaux rouges qui sont validés cliniquement et qui sont pertinents en pratique clinique, et on va garder que cela. On va parler du syndrome de la queue de cheval négatif au scanner. Donc ça, c'est les personnes qui vont se présenter avec des signes de syndrome de la queue de cheval et en fait qui n'auront pas de signes de compression quand ils vont passer une IRM. Et donc je vous explique pourquoi chez certains patients on peut avoir un syndrome de la queue de cheval négatif au scanner. On va voir comment réorienter le patient. L'importance de savoir faire un bilan neurologique, toujours pareil, on va avoir une atteinte du tissu nerveux, donc il faut être capable d'évaluer sa fonction. Et que faire si le patient il est à risque, mais qu'il n'a pas de signes et de symptômes objectifs? Comment on assure quand même la surveillance de ce patient? Et ensuite, on va passer à la dernière partie. Donc là, ça va être les déficits neurologiques spécifiques. Donc c'est moi qui ai appelé ça comme ça. En gros, qu'est-ce que c'est? Là, ça va être des patients qui n'ont pas une pathologie précise, donc ils vont pas forcément avoir une sténose, ils vont pas forcément avoir un syndrome de la queue de cheval, mais ils vont avoir un bilan neurologique positif avec de la perte de fonction au niveau de leur nerf. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait avec cette perte de fonction? Est-ce que c'est une perte de fonction qui fait qu'on doit réorienter? Est-ce que c'est une perte de fonction qui fait qu'on peut garder le patient? Comment on trie les patients quand on ne sait pas vraiment dans quelle catégorie les mettre, mais qu'il y a quelque chose au bilan neuro? Et donc là, j'ai divisé cette partie-là en deux sous-parties. Une partie physiologie, parce qu'en fait, il faut comprendre comment ça fonctionne un nerf si on veut pouvoir évaluer sa fonction. Donc on va faire de l'anatomie, on va voir les neuropathies de compression, donc qu'est-ce qui se passe au niveau local et systémique. Donc, parce que par exemple, si on prend le cas, alors là c'est pour
là c'est pour le membre inférieur, mais je vais prendre juste l'exemple du canal carpien. Si vous avez des patients des fois qui ont un problème de canal carpien et qui ont des symptômes qui débordent du territoire du nerf médian par exemple, comment on explique tout ça? Bah là c'est ce qu'on va voir. On va voir les différents types de radiculopathie, parce qu'en général quand on pense radiculopathie ou atteinte nerveuse, on pense forcément compression par une hernie discale, mais on peut avoir des atteintes de racines qui sont juste inflammatoires. Donc ça, je vous expliquerai tout ça. On va voir les phénomènes qui nous permettent d'expliquer la douleur neuropathique. On va voir les phénomènes qui nous permettent d'expliquer la mécanosensibilité. Donc la mécanosensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est quand un nerf, il devient sensible aux contraintes mécaniques. C'est ce qu'on fait quand on fait des tests neurodynamiques. C'est ce qu'on teste quand on fait des tests neurodynamiques. Et on va voir ce que c'est le gain et la perte de fonction. Donc en fait, quand on fait un bilan neurologique, en général, on évalue la perte de fonction. Enfin, on recherche une perte de fonction, mais des fois on peut avoir du gain. Qu'est-ce qu'on en fait de ce gain? Voilà, on va voir tout, et comment on l'explique, on va voir tout ça. Et ensuite on va parler du bilan neurologique et de la prise de décision à partir de celui-ci. Donc on va voir quand faire un bilan neurologique. Donc là je vous le dis tout de suite, tout le temps. Voilà, comme ça là si vous vous posez la question là je vous le dis tout de suite. Ensuite on va voir le matériel nécessaire pour faire un bilan neurologique complet. On va voir comment faire un bilan neurologique complet. Donc on va tester d'abord la fonction avec les grosses fibres, les petites fibres, et la douleur avec les tests de mécanosensibilité. Donc là par exemple, si vous, quand vous faites un bilan neurologique pour tester la sensibilité, vous utilisez vos mains, ou que vous testez la sensibilité en suivant les dermatomes, par exemple ça se fait, c'est pas comme ça qu'on fait un bilan neurologique. Donc là, par exemple, ça on va voir que c'est faux. Ensuite, si vous avez un patient, vous suspectez une atteinte du tissu nerveux et que vous faites des tests de provocation de la douleur par mise en tension du système nerveux, si vous faites que ça pour voir s'il y a un problème de nerf ou pas, et ben en fait c'est tout à fait c'est incomplet. En fait, là vous testez juste la douleur des nerfs et vous testez pas la fonction. Et on peut avoir des tests neurodynamiques qui vont être négatifs, mais un bilan de la fonction qui va être positif. Et tout ça, bah pareil, je vais vous l'expliquer dans la formation. Et on va voir comment, surtout, on interprète ces résultats et quelles décisions on prend à partir de ces résultats. Voilà, ça, c'est vraiment le plus important, parce qu'une fois que vous avez de la perte de sensibilité ou une perte de force, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une atteinte juste des grosses fibres? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une atteinte juste des petites fibres? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une atteinte des deux? Qu'est-ce qu'on fait quand l'atteinte des grosses fibres elle est réversible? Voilà. Tout ça, on va le voir. Et on va voir aussi comment identifier les douleurs neuropathiques. Et on va parler de certains médicaments. Parce que, je ne sais pas si vous c'est le cas aussi, mais il y a beaucoup de patients, quand ils ont de la douleur neuropathique, ils ont des traitements médicamenteux et en fait, on a l'impression que ça marche pas vraiment. Mais en fait, on a des très bons médicaments qui marchent, il faut juste les connaître. Et justement, en fait, le bilan neurologique, il peut nous permettre aussi, en partie, de classer nos patients en différentes catégories, et les différentes catégories vont répondre à un traitement différent pour la douleur neuropathique. Voilà, donc tout ça, on va le voir aussi dans la formation. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc ça, c'était vraiment la partie neuro, et on se retrouve bientôt pour la présentation de la partie 3, qui sera cette fois-ci la présentation de la partie vasculaire. À bientôt.